faire la pause et reprendre avec une dernière présentation qui devrait nous amener à 16h45. Donc, à tout à l'heure. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, vous pouvez désactiver. Nous, on va désactiver la caméra, mais on est là, n'hésite pas, on t'entend. Donc, on va poser des questions. Il y a des personnes en ligne et tu pourras commencer, quoi. Dès qu'on est installé. À tout à l'heure. Bon retour à tous. On va continuer sur les présentations. On va aborder la troisième présentation de la journée, de la demi-journée, donc la quatrième de la journée. Nous allons recevoir aujourd'hui, pour la dernière présentation, Monsieur Liégeois, qui vient du laboratoire TIL et qui va nous présenter une analyse sur un corpus en comparant des bulletins météorologiques français et allemands. Sa présentation, si je m'en rappelle, fait suite à la présentation de la semaine data SHS de l'année dernière. Donc, c'est une suite. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour présenter son travail. On peut continuer donc de poser les questions en ligne pour ceux qui sont connectés. Et nous, en présentiel, ne pas oublier d'activer le micro pour qu'ils nous entendent. Ils nous entendent fortement. Merci encore. Il n'a pas pu être présent. Il présente depuis l'Allemagne. Donc, on le remercie pour sa disponibilité et je lui passe la parole. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Cyrinus, pour cette introduction. D'abord, vous pouvez tout voir mes diapos? Oui, c'est super. Oui, super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vinci Liégeois. Je suis chercheur, doctorant au laboratoire TIL, ici à l'Université de Bourgogne, même si maintenant je suis en Allemagne, car j'ai fait aussi une co-tutelle avec l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf et je suis aussi affilié avec l'Institute for Philosophic and Social Scientific Education en Belgique. Pour mon doctorat, je recherche les bulletins météorologiques télévisés en langue française et allemand. Je suis dans ma 3e année de thèse. J'ai encore une 4e année à faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer quelque chose sur mon projet de doctorat, sur les premiers résultats et tout ça. Je remercie Cyrinus et M. Eric Paul beaucoup pour la possibilité de faire ma présentation en distanciel. Toutefois, d'abord, il faut que je vous signale que le français n'est pas ma langue maternelle et par conséquent, je m'excuse déjà pour toutes les erreurs de langue que je vais faire. Je m'excuse aussi pour mon chat qui est vraiment très désagréable aujourd'hui, qui vous pouvez peut-être entendre durant ma présentation. Alors, mais je vais commencer. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer la structure de ma présentation d'aujourd'hui. Je commence avec l'état de l'art sur le bulletin météo comme vulgarisation scientifique, en tant que vulgarisation scientifique, et pourquoi les linguistes s'intéressent à cette tradition discursive. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à ma présentation l'année dernière, ce sera un peu de répétition, comme Cyril nous a déjà dit. Puis, je vous expliquerai mon corpus, qui était au centre de ma présentation l'année dernière. Je vous explique ensuite la méthodologie que j'utilise pour mon doctorat et pour ma présentation d'aujourd'hui. Après, ce sont les premiers résultats, quelques perspectives de recherche ou une petite conclusion et naturellement ma bibliographie. Alors, je commence avec une question que j'ai aussi formulée l'année dernière. Les linguistes, pourquoi sont-ils intéressés aux bulletins météorologiques? Je dois vous dire qu'il n'y a pas une seule réponse sur cette question. Toutefois, quand on observe la littérature, on voit que beaucoup de linguistes sont intéressés aux bulletins météorologiques car c'est un genre textuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un genre textuel? Ça veut dire que tous les exemplaires
du bulletin météorologique partagent des éléments linguistiques, des traits linguistiques, comme par exemple de la terminologie, dans les bulletins francophones, par exemple, mots comme averse, éclaircie, basse pression, haute pression, des schémas grammaticaux, par exemple, l'use de l'indicatif présent et du futur simple dans les bulletins francophones, et la même structure d'information ou au moins une structure d'information similaire. Ça veut dire, en première classe, nous parlerons de la situation météorologique passée, du jour même, la situation météorologique d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, etc. Et ces éléments linguistiques sont typiques pour le bulletin météo et pas présents dans des autres textes, dans des autres groupes de textes. D'autres exemples d'un genre textuel, autres exemples prototypiques, sont l'article scientifique, qui a aussi une structure, une terminologie typique, aussi des schémas grammaticaux typiques et une loi. Même chose. En plus, le bulletin météorologique est aussi un discours spécialisé, car connaissances, informations de la météorologie sont communiquées, sont transmises à l'aide des éléments linguistiques inhérents au domaine. Je peux mentionner de nouveau la terminologie, mais aussi par exemple des graphiques sur les températures ou des cartes météorologiques. Vu que ce domaine est la météorologie, nous pouvons aussi dénominer le bulletin météo comme un discours scientifique. D'un point de vue vertical, toutefois, on doit dire que le bulletin météo est une forme de communication spécialisée externe ou, dans ce cas, vulgarisation scientifique, car pour le public non spécialiste ou le public naïf, l'information et le discours sont adaptés. On dit aussi recontextualisés pour être plus facilement comprises et instrumentalisées par le public naïf. Par exemple, dans les bulletins météorologiques, on utilise des éléments expressifs, des éléments évaluatifs, comme grand beau, beau temps, quelle chaleur, qui ne sont pas présents dans le discours spécialisé interne et qui servent pour être plus facilement comprises et instrumentalisées par la population. Alors, et maintenant, nous touchons une autre question. Qu'est-ce que c'est la relevance de ma recherche? Qu'est-ce que porte ma recherche de nouveau à la littérature scientifique? Pour vous expliquer ça, je dois vous communiquer quelques problèmes méthodiques de la recherche autour des genres textuels. Appelé aussi texte sociolinguistique, la linguistique des genres textuels dans la linguistique allemande. Dans cette tradition de recherche, pour déterminer si quelque chose est un genre textuel, le chercheur va toujours regarder aux éléments typiques, aux traits typiques, c'est-à-dire des régularités et des traits constants d'un groupe de textes. Et c'est naturellement quelque chose de très problématique, car c'est une approche associative. Nous allons voir seulement les choses qui sont toujours présentes, qui sont très présentes. Par conséquent, le texte sociolinguistique, pour utiliser de nouveau le mot allemand, a été critiqué plusieurs fois dans la littérature, par Adam Wick par exemple, mais aussi entre autres par Laurent, qui a écrit en 2009 une contribution théorique à cet égard. Quant à moi, j'aimerais rapprocher ces genres textuels, dans ce cas le bulletin météo, d'un point de vue variationniste, ou que j'appelle l'approche variationniste. C'est-à-dire, je veux regarder à la variation linguistique dans le genre textuel du bulletin météo. Variation aussi quantitative que qualitative. À cet égard, il me semble particulièrement intéressant de considérer les marqueurs d'expressivité, par exemple, grand beau, belles éclaircies, bon temps, quelle chaleur, beau soleil, grand soleil et tout ça, dans ce genre textuel, car ils aident à communiquer les informations spécialisées. Par conséquent, pour mon analyse, j'ai assemblé un corpus comparable bilingue, francophone, allemandophone, avec des bulletins météorologiques télévisés de 1989 à 1999, qui consistent en des différents bulletins météorologiques télévisés. On peut même parler d'un corpus hétérogène. Pour pouvoir étudier ça, je dépare de la théorie discursive de Corinth-Österreicher, qui établit une distinction entre une langue de proximité et une langue de distance. Cette analyse sera corpus-based, ce qui veut dire qu'elle sera si qualitative que quantitative. Dans la partie méthodologique de ma présentation, je vous dirai plus sur cette théorie discursive et l'approche corpus-based qualitative et quantitative, mais d'abord la discussion de mon corpus.
Pour pouvoir faire une analyse de ce type, j'ai assemblé un corpus comparable bilingue de bulletins météorologiques en français et en allemand, comme j'ai dit déjà dans le diapo précédent, du période de 1989 à 1999. Pour ceux d'entre vous qui se rappellent ma présentation de l'année dernière, j'ai parlé là déjà beaucoup sur la recherche d'archives que j'ai fait à cet égard. Et en ce moment, alors l'année dernière, décembre l'année dernière, décembre 2020, c'était encore mon but de travailler avec un corpus de 1978 à 1978, j'utilise toujours les numéros vallonnés, je m'excuse, à 1999. Mais à cause de la crise sanitaire, beaucoup des archives étaient ou sont encore fermés, le personnel n'était pas ou n'est pas toujours présent, etc. C'était impossible de collecter ces données de manière quantitative et qualitative suffisante. Mais j'ai dit, et alors j'ai décidé de travailler avec un corpus de 1989 à 1999. Alors, j'ai dit de travailler avec un corpus comparable. Ça veut dire que je travaillerai avec des textes dans deux langues, le français et l'allemand, qui ne sont pas des traductions. Donc, car nous avons parlé d'un corpus parallèle, mais textes qui sont d'un point de vue formel. Formel, ça veut dire en ce qui concerne la langue, la structure d'information, la terminologie, la fonction du texte, et d'un point de vue thématique, c'est-à-dire à l'égard du contenu, similaire ou comparable. Alors, comparable d'un point de vue formel et thématique. Cette comparabilité, ou tertius comparationis, pour utiliser la notion linguistique, se compose de 5 aspects. Première, le fait que tous les textes sont exemplaires du genre textuel du bulletin météo, que nous avons discuté quelques diapos passés. Deuxième fait, qu'ils sont réalisés en manière orale, c'est-à-dire ils sont parlés. Troisième élément, qu'ils sont communiqués par la télévision, bulletin météorologique télévisé. Quatrième chose, qu'ils sont présentés par un reporter météorologique, par exemple, pour dénominer quelques reporters météorologiques, reporters météo fameuses de l'histoire française, Alain Gillot-Pitré, Laura Broomhead, et 5 qu'ils traitent de la situation météorologique automnale. Alors j'ai inclus seulement les bulletins météorologiques septembre, octobre, novembre et décembre. Par conséquent, je n'ai pas considéré les bulletins météorologiques télétextes, qui ne sont pas réalisés en manière orale, mais en manière écrite, ou les bulletins météorologiques qui sont présents simplement par les reporters qui sont présentés simplement par le reporter principal du journal télévisé. Toutefois, dans ce corpus comparable, j'ai cherché de créer, dans ces 5 critères, un corpus assez hétérogène. On peut dire un corpus spécialiste hétérogène, c'est-à-dire avec différents types de bulletins météorologiques télévisés, du téléjournal, d'autres transmissions d'un talk show ou comme propre programme télévisé, en manière dialogique, alors avec une dialogue avec une autre reporter météo, avec la reporter principale du téléjournal, en manière monologique, etc. Tout ça pour mieux pouvoir chercher la variation dans ce genre textuel. Et dans ce schéma, vous pouvez voir un aperçu de mon corpus, ou de mon travail d'archive, mon travail de corpus. C'était la première fois que j'ai essayé d'établir, de faire un aperçu global de mon corpus. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore parfait, aussi d'un point de vue esthétique, mais c'est déjà une première version. Et je suis assez content, je dois dire. Alors, nous avons le corpus en violet, avec 2 sous-corpus, le sous-corpus allemand et le sous-corpus français, en vert. En rouge, vous voyez les archives avec lesquels j'ai travaillé et lesquels j'ai déjà discuté de manière très détaillée l'année dernière. 3 archives allemands, les archives NDR, les archives CTF et les archives ERF. Les archives ERF, Österreichischer Rundfunk, ne sont pas en Allemagne, mais à Vienne, Autriche. Et 2 archives francophones, l'INATEC en France et les archives RTS, Radio-Télévision Suisse, en Suisse, pour la Suisse romandie.
j'avais beaucoup d'options pour le français en France, dans l'INATEC. Je pouvais aussi travailler avec la chaîne télévisée France 1, la chaîne télévisée France 3 et tout ça. Mais j'ai opté en noir pour les bulletins météorologiques d'Antenne 2 et plus tard France 2, qui ont publié en 1978, excusez-moi, 1978, le premier bulletin météorologique télévisé en France, présenté par Laurent Broumet, et de la 5e, car c'est une chaîne télévisée commerciale et ça peut, et c'est très intéressant pour rechercher la variation linguistique. En bleu, vous pouvez voir toutes les différentes collections de textes sous sous-corpora, 15 en total, 3 pour l'allemand seulement. Il n'y a pas beaucoup, les archives n'étaient pas très bien, les archives audiovisuels n'ont pas très bien préservé les bulletins météorologiques en allemand de cette période, et 12 pour le français. Et intéressant, en gris, c'est aussi la distinction entre journal et autres, ce qui se réfère au fait que j'ai inclus différents types de bulletins météorologiques, comme partie du journal télévisé, du soir, du midi, du nuit, ou comme partie d'autres programmes. Tout un programme, Samedi Bonheur, c'est un programme pour la France, pour l'Antenne 2 et France 2, et tout à l'heure en Suisse. Ou comme propre programme, par exemple, le Journal du Temps. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter aujourd'hui une analyse avec ce grand corpus. Pas seulement pour motif de temps, mais aussi car mon corpus n'est pas encore prêt. Aujourd'hui, je vais, par conséquent, me concentrer uniquement sur 3 corpora, c'est-à-dire le Tagesschau corpus, un des 3 corpora allemands, le Journal du Temps corpus, le corpus du chaîne télévisé, la 5e, alors une chaîne télévisée commerciale, et le corpus du téléjournal soir de la radio-télévision suisse. Par conséquent, j'ai un corpus allemand dans l'Allemagne et 2 corpora francophones, un de la France et un de la Suisse. Et maintenant, mon aperçu de ce petit corpus, de ce pilot corpus, on pourra dire en anglais. Je n'analyse aussi pas tous ces corpora aujourd'hui, mais seulement les bulletins météorologiques des années 1985 et 1997, car j'ai déjà travaillé beaucoup avec les bulletins météorologiques de ce période pour quelques articles, pour quelques chapitres, quelques contributions, autres présentations. Et par conséquent, ma présentation d'aujourd'hui est plus orientée vers une dimension qualitative que quantitative. Je vous expliquerai ma méthodologie dans quelques instants. Comme vous pouvez le voir dans la tabelle, on les corpora à peu près la même taille, si nous regardons au nombre des mots, c'est-à-dire on regarde au numéro des mots. J'ai aussi inclus le numéro des textes, ce qui porte à plus de variations. C'est important car dans mon analyse, je vous vais aussi signaler la fréquence absolue et relative des marqueurs d'expressivité par texte. Bon, c'est tout pour mon corpus, la méthode et les cadres théoriques. En ce qui concerne mon approche, je vous ai déjà raconté que je veux rechercher la variabilité du bulletin météorologique comme genre textuel avec une attention spéciale particulière pour les marqueurs d'expressivité. Par exemple, grand soleil, beau soleil, qui aident à communiquer l'information au grand public. Je vous avais aussi dit que je ferais une analyse basée sur la théorie discursive de Koch et Oestreicher, qui sera aussi corpus-based. Maintenant, je vous expliquerai ces 2 traditions de recherche. Quant à la théorie discursive de Koch et Oestreicher, cette tradition de recherche semble particulièrement intéressante car les 2 chercheurs allemands, les 2 linguistes allemands, veulent rechercher la langue d'un point de vue variationniste. Ils sont des sociolinguistes, des dialectologues, etc. Et avec une particulière attention pour la langue orale, comme les bulletins météorologiques de mon corpus, par exemple. Dans leur théorie, ils établissent une opposition entre le médium, oral ou écrit, et l'expression et leur conception, proximité et distance. On parle aussi du continuum proximité-distance. Et ici, vous pouvez voir les conditions de communication prises d'une traduction anglaise du travail de Koch et Oestreicher. Je vais boire quelque chose. À gauche, nous avons la langue de proximité, language of immediacy en anglais. Et à droite, la langue de distance, language of distance en anglais. D'autres en bas, entre l'écrit graphique en anglais
et l'oral phonique. C'est une image très connue dans la linguistique allemande et plus particulièrement la romanistique. Alors moi, je vais regarder quel bulletin météorologique s'oriente plus vers la langue de proximité et lesquels sont plus proches à la langue de distance. En ce qui concerne les marqueurs d'expressivité, j'aimerais vérifier si ces marqueurs d'expressivité sont enfin plus présents, plus fréquents dans les bulletins météo de proximité ou dans les bulletins météo de distance. Pour pouvoir faire ça, je ferai une analyse combinatoire avec la linguistique du corpus et plus spécifiquement une analyse corpus-based. Ça veut dire que j'analyserai les marqueurs d'expressivité d'un point de vue quantitatif. Combien des marqueurs d'expressivité sont présents? Ça, c'est la question quantitative. Et on a aussi d'un point de vue qualitatif, dont la question est quel type de marqueurs d'expressivité sont présents. En plus, je regarderai aussi aux métadonnées des textes, c'est-à-dire informations sur les différents bulletins météorologiques, dans lesquels j'inclurai quelques conditions de communication de Koch et Österreicher. Je chercherai aussi pour possible corrélation avec autres éléments linguistiques typiques pour la langue de proximité des Xis. Ça peut être temporel, personnel, spatial. Le choix du temps, c'est-à-dire verbe et leur temps, futur simple, indicatif, conditionnel, conjonctif. La dislocation à droite, la dislocation à gauche et signe de connexion, qui sont tous typiques pour la langue de proximité et la langue orale en général. Alors, ici, vous voyez un exemple de ces métadonnées, une capture d'écran d'un de mes documents Excel que j'ai fait. Ces métadonnées concernent les bulletins météorologiques trouvés dans les archives RTS. J'avais inclus cette capture d'écran aussi dans ma présentation de l'année dernière. Toutefois, les métadonnées que vous voyez ici ne sont pas très intéressantes pour l'analyse qualitative elle-même. Ils concernent plus des informations archivistiques, des informations plus bibliographiques, disons. Date, nom du document, nom du présentateur. Toutefois, nom du présentateur, le présentateur est toutefois une variable importante pour mon analyse, c'est-à-dire l'expéditeur du message, le parlant, support, exhaustivité. Des métadonnées plus relevantes sont, par exemple, informations sur la présentation elle-même. Et la présentation météo visible ou pas? Ça veut dire, pouvons-nous seulement entendre la voix du présentateur météo sans le voir? Sur la dialogicité, le présentateur météo a-t-il un dialogue avec le présentateur du téléjournal ou pas, ou avec quelqu'un d'autre? Sur la transmission, est le bulletin météo un programme ou fait partie du journal télévisé ou d'une autre transmission, une talk show, un programme d'actualité, et tout ça. Et comme je vous avais déjà dit, aujourd'hui, je présenterai seulement une petite partie de mon analyse. Je concentrerai exclusivement sur les marqueurs d'expressivité, avec lesquels j'ai travaillé beaucoup les 2 années passées, dont les 3 sous-corpora mentionnés précédemment. Dans ces 3 corpora, j'ai analysé les marqueurs d'expressivité, d'un point de vue quantitatif. Première chose, fréquence absolue, fréquence relative, une base au numéro de texte aussi. Ensuite, deuxième chose, j'ai fait une classification de ces marqueurs d'expressivité d'un point de vue syntactique et pas sémantique, syntactique. Après ça, troisième chose, j'ai regardé au numéro des marqueurs qui dénominent un événement positif et ceux qui dénominent un événement négatif ou un événement que nous avons dans lequel nous avons une perception négative. Voilà. Et finalement, quatrième chose, j'ai considéré les métadonnées des 3 corpora. Et comme ça, je vous pouvais donner une première idée, une première conception de ma recherche et de mon analyse. Alors, nous allons maintenant aux résultats, à la discussion des résultats. En ce qui concerne les données quantitatives, alors le premier aspect de mon recherche, nous voyons que les marqueurs d'expressivité sont plus fréquents dans les bulletins météorologiques du journal de temps. Alors le corpus suisse, le corpus de la 5e, de la chaîne télévisée commerciale, qui a une propre transmission,
avec une fréquence absolue de 285 et relative de 7125,534 sur 1 million de mots, 1 million de tokens, excusez-moi, et de 3,17 par texte. J'ai marqué ça aussi en vert. J'ai aussi regardé au nombre de textes dans ce qui nous avons trouvé des marqueurs d'expressivité, 83, c'est-à-dire dans 92,2% des textes pour le journal du temps. Les données pour les bulletins météorologiques du TG Soir, du Téléjournal Soir et du Tagesschau allemand, les résultats sont plus proches. Nous avons trouvé 127 dans le corpus du TG Soir et 31 dans le corpus du Tagesschau. Toutefois, si on regarde les données relatives, nous voyons, et c'est particulièrement relevant si on regarde les textes, que les marqueurs d'expressivité sont moins présents dans les bulletins allemands, avec une fréquence relative de 0,54 par texte, par exemple. Naturellement, nous avions aussi beaucoup de textes en plus pour le Tagesschau que pour les autres deux corporations. C'est une variable statistique très importante et problématique aussi. Maintenant, deuxième aspect, nous regardons aux différents types de marqueurs d'expressivité que nous avons attestés, que j'ai attesté dans mon corpus. C'est-à-dire d'un point de vue syntaxique et pas d'un point de vue sémantique. Nous avons trouvé en total 6 types. Colocation, substantif, verbe, adjectif prédicatif, phrasèmes et adverbes. Je vous donnerai quelques exemples dans la prochaine diapo, mais nous voyons aussi la majeure fréquence des marqueurs d'expressivité dans le corpus du journal de temps en bleu, particulièrement chez les colocations, avec 153 marqueurs, les verbes avec 46 marqueurs et les adjectifs relatifs avec prédicatifs, excusez-moi, avec 47 marqueurs. En plus, nous voyons aussi que la catégorie adverbe n'est pas présente dans le corpus allemand du Tagesschau, qui est une variable qualitative entre les corpora et aussi entre les deux langues, car le Tagesschau est le seul corpus qui représente l'Allemagne dans ce cas. Alors, quelques exemples. Je vais boire de nouveau un peu. Les colocations sont les combinations de plusieurs mots qui retournent plusieurs fois dans le corpus. Par exemple, bel anticyclone. Puis nous avons ici un bel anticyclone qui recouvre une bonne partie de l'Espagne donc, et le Portugal. Autres exemples, grand soleil, beau temps, bonne nouvelle. Ensuite, nous avons les substantifs. Ici, dans 2, nous avons un substantif qui exprime quelque chose sur la météo. Et plus au sud, l'amélioration aussi se ferait sentir. Aussi des verbes, dans 3, peuvent exprimer quelque chose sur la situation météorologique. Le Portugal et l'Espagne profiteront également d'une belle après-midi ensoleillée. Vous pouvez aussi penser aux verbes comme bénéficier et améliorer, qui retournent aussi dans les bulletins météorologiques français et dans les deux corporats. La 4e catégorie sont les adjectifs prédicatifs. Ici, avec l'adjectif agréable, là, les températures seront assez douces, agréables, entre 18 et 22 degrés. Des phrasèmes comme faire très mauvais ménage, et c'est vrai, cette fraîcheur fait très mauvais ménage en ce moment. Et finalement, des adverbes. Cette évolution est heureusement incertaine. Un autre exemple peut être l'adverbe malheureusement. Normalement, c'est toujours malheureusement, heureusement dans cette catégorie. Alors, et ici, vous pouvez regarder de nouveau mon aperçu qualitatif, quantitatif. Et j'ai aussi fait une sous-classification, excusez-moi pour mon français, pour les collocations et les adjectifs prédicatifs.
par exemple 8C, mais aussi des bons moments ensoleillés, plutôt bienvenus. Ici, nous observons un adjectif prédicatif dans une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase sans verbe. Nous ne pouvons pas observer une verbe ici. Mais je ne pense pas que c'est très intéressant pour vous, cette information. Peut-être seulement la phrase dans 7D, un vrai grand beau soleil, où nous voyons une colocation avec deux adjectifs, grand et beau, précédés par un adverbe, un vrai grand beau soleil. Car ce type était seulement attesté dans le corpus du journal du temps, alors c'est exclusif pour ce sous-corpus, et c'est une construction typique de la langue orale, pour la langue orale, et par conséquent aussi pour la langue de proximité que j'aimerais rechercher avec ma analyse. Alors, troisième point de mon analyse, j'ai aussi regardé si ces marqueurs d'expressivité dénominent un événement positif ou un événement négatif, c'est-à-dire un événement météorologique de qui nous avons une perception positive ou une perception négative. Positif, par exemple, un bel anticyclone. L'adjectif bel est très clair. Un anticyclone porte à un temps sans pluie, avec des éclaircies, avec du soleil et tout ça. Négatif, par exemple, cette fraîcheur fait très mauvais ménage. C'était ces deux exemples aussi dans les diapos précédents. En ce qui concerne ça, nous voyons que tous les trois corpora que j'ai inclus pour mon analyse, dénominent principalement des événements positifs. 91,2%, 91,2% pour le sous-corpus du journal de temps, 90% pour le sous-corpus du téléjournal soir et 72,5% pour le corpus allemand du Tagesschau. De manière absolue et relative, nous avons trouvé par conséquent la plupart des dénominations négatives dans le corpus allemand du Tagesschau. Le motif pour la grande ou plus grande fréquence des modélisations négatives dans le corpus allemand est que dans ces bulletins météorologiques, nous allons aussi parler des effets de la météo sur la population humaine, des problèmes avec le trafic, des possibilités pour ceux qui font le ski et tout ça. Et ce n'est pas le cas pour les bulletins météorologiques français. Et très intéressant, naturellement, pour observer quelques différences entre les différentiels, les différents corporales, les différentes langues. Et finalement, je vous parle encore des métadonnées. À cet égard, je dois vous dire que nos corpora sont assez similaires. Si je fais une comparaison avec d'autres corpora dans mon travail, ils sont tous des monologues. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas un dialogue, c'est seulement le reporter météo, le monsieur météo qui parle. Et il y a une fixation du sujet, la situation météorologique pour les prochains jours. Toutefois, dans le corpus allemand, il n'y a pas de familiarité du grand public avec le présentateur météo. Il n'est pas visible. On écoute seulement sa voix, ce qui est aussi une autre différence. Présentateur météo non visible, présentateur météo pas visible. Par exemple, si par exemple Laurent Bossy va faire un tour à pied en France, personne ne va dire « Ah, c'est Laurent Bossy », personne ne va dire « Ah, c'est Evelyne Delia qui ne présente plus le bulletin météo ». Mais chez la Tagesschau, nous n'avons aucune idée qui est le présentateur météo. Nous n'avons aucune familiarité avec lui. En plus, le journal du temps est un programme télévisé, alors une propre transmission, tandis que les bulletins météorologiques du téléjournal soir et du Tagesschau font partie du journal télévisé, le Tagesschau et le téléjournal soir. Je vous peux déjà dire que dans nos corpus totaux, alors pas dans cette analyse, mais si je fais une comparaison, une analyse avec les autres corpora déjà inclus dans mon analyse, on va voir que les éléments de proximité et aussi les marqueurs d'expressivité seront plus présents dans les bulletins météorologiques qui forment une propre programme, comme le journal du temps. Et encore plus dans les bulletins météorologiques qui sont partis d'autres transmissions.
Je vais vous parler dans le schéma que je vais vous faire illustrer les transmissions, les bulletins météorologiques dans les programmes Samedi Bonheur, tout à l'heure en Suisse, c'est au programme chez Antenne 2, tout un programme et tout ça. Et par exemple, c'est-à-dire des talk shows. Et qui je n'ai pas, et ces bulletins météorologiques, je n'ai pas encore considéré pour ma présentation d'aujourd'hui. En contraire, ils sont moins présents, c'est-à-dire les marqueurs d'expressivité et les autres éléments de proximité, dont les bulletins météorologiques où le présentateur météo n'est pas visible, comme par exemple le Tagesschau. Ces différences sont encore plus grandes avec les autres éléments de proximité, des X6, signes de correction et tout ça. Naturellement, ce sera plus intéressant de regarder à ces autres corporats, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui pour motif de temps et pour vous ne pas donner trop de données ou trop de corporats. Et c'est ça qui nous porte à la partie finale de ma présentation, les perspectives pour les recherches futures. Je vais avoir une finale fin. Alors, aujourd'hui, nous avons vu quelques premiers résultats, données quantitatives, qualitatives, quantitatives, corrélation avec les métadonnées, concernant mon projet de doctorat sur les marqueurs d'expressivité dans les bulletins météorologiques télévisés. Nous avons vu que ces marqueurs d'expressivité étaient plus présents dans le corpus du journal de temps. Notamment, mon analyse était seulement concentrée sur 3 corporats, Journal du Temps, Tagesschau, Téléjournal Soir, et 2 années. Toutefois, c'est important de faire cette analyse, et par conséquent, c'est important de faire cette analyse avec un corpus plus grand, plus variable. Je peux référer de nouveau à mon schéma, à figure 1, mon schéma avec tous les corporats, tous les sous-corporats. Considérant aussi les autres éléments de proximité, je vous répète, des X6, choix du temps, verbe et leur temps, dislocation à gauche, dislocation à droite, qui nous pouvons corréler avec les métadonnées et les résultats sur les marqueurs d'expressivité présents. Pour des recherches futures, ce sera intéressant de faire des recherches similaires avec des autres formes de communication spécialisées, horizontales et verticales, et des autres genres textuels. Horizontales, par exemple, avec des discours juridiques, des autres discours scientifiques, des discours autour de sport, vertical, avec des formes de communication professionnelle interne, avec des autres spécialistes, des autres experts, externes avec des personnes naïves, des personnes pas spécialistes. Et c'est plus ou moins tout que je voulais vous raconter aujourd'hui, aussi avec les autres genres textuels. J'ai mentionné une loi, un article scientifique dans une diapo précédente. Ce sera aussi très intéressant si là nous pouvons aussi constituer, aussi faire des corporats spécialisés hétérogènes. Et finalement, mes notes bibliographiques, c'est-à-dire les notes bibliographiques des travaux scientifiques que j'ai cités aujourd'hui pendant ma présentation, si vous en auriez besoin. Il me reste seulement de vous remercier pour votre attention. J'espère que ma présentation n'était pas trop difficile à suivre, aussi à cause de mon français. J'attends vos questions et commentaires avec un grand intérêt. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Liégeois, pour votre présentation. On va ouvrir à présent la session pour les débats. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Moi, j'ai une question qui peut paraître très banale, très simple, et peut-être mal. Il y a quelque chose qui m'a peut-être échappé. Vous avez comparé là un corpus français, un corpus allemand. Donc, je suppose qu'à un moment donné, vous avez quand même nettoyé des mots, c'est ça, non? Vous avez utilisé un dictionnaire de mots vides, par exemple. Ou que vous avez utilisé des termes. Est-ce que pour les comparer, ces mots,
est-ce que pour tous les mots que vous avez en français, vous faites une traduction en allemand ou vice-versa, hein? Je pose la question de manière naïve. Ou est-ce que vous avez justement un ensemble de dictionnaires qui peut permettre de comparer les mots? Parce que en termes de fréquence de mots, je me demande si est-ce qu'on a autant de mots en alphabet français qu'allemand et que peut-être une phrase qu'on dira en français avec peut-être 10 mots, en allemand, il nous faudra peut-être 3 mots pour le dire. Est-ce qu'il y a ce côté langue qui joue pour comparer les fréquences et tout ça entre les deux météos, par exemple, entre les deux corpus, pardon? Oui, alors, je n'ai pas fait ça. C'est aussi très intéressant. Ce n'est pas l'intérêt principal de mon recherche, mais en effet, pour vous donner quelques idées, dans ma liste, j'ai déjà rencontré des mots en Allemagne, en allemand, par exemple, le Schneeregen, qui est un mot pour dénominer une situation de neige, mais la neige est pas la vraie neige, disons-nous, c'est un peu de la pluie et c'est un mot comme neige-pluie, qui n'existe pas en français. Je ne sais pas s'il y a plus de mots présents en Allemagne ou dans les bulletins météorologiques français. C'est intéressant à vérifier ça. Alors, je ne vous peux pas donner plus d'informations à cet égard. Mais c'est une question intéressante sur laquelle je n'ai pas une réponse. Je m'excuse. Non, merci. Bon, moi-même, je vais m'interroger. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non? Ben, pas de questions. Donc, je pense qu'on va finir sur cette première journée en vous remerciant depuis Düsseldorf, c'est ça? Oui, d'avoir accepté de présenter pour la semaine Data SHS comme l'année dernière, en espérant que la situation sanitaire la prochaine fois, dans un an, nous permettra de nous retrouver tous ensemble, beaucoup plus nombreux. Je tiens à remercier également tous les participants présents qui, quand même, ont pu arriver. Et j'invite tous ceux qui veulent arriver de ne pas hésiter parce qu'on respecte quand même les conditions sanitaires et la distanciation entre nous. Demain, on aura une grosse journée comme aujourd'hui. La matinée est consacrée à la première des 2 sessions SWARE. Donc, la formation aura lieu de 9h à midi pour les personnes qui sont inscrites. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, même si vous voyez cela sur le programme, il y a déjà des places qui sont bloquées. Donc, après cette session le matin, l'après-midi, on va continuer les présentations et la valorisation des travaux des chercheurs. Donc, on aura également 3 présentations. Donc, je tiens à remercier pour cette matinée la MSH qui nous accueille, les participants qui sont présents, mais qui sont également en distanciel parce que des personnes prennent de leur temps quand même pour nous écouter. Le service technique, donc la DNUM aussi, qui a été présent pour nous aider à pouvoir tenir cette conférence en hybride aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas d'hybridation, donc tout est en présentiel, compte tenu des conditions techniques. Et ceux qui, on s'en excuse en avance, hein, donc les personnes qui ne pourront pas se déplacer demain, on vous donne rendez-vous le mercredi, en présentiel ou en distanciel. Bien évidemment, avec plaisir en présentiel, ça nous permet de partager des moments vraiment conviviaux. Donc, merci encore et à demain.